Bonjour Benoît Bazin, bonjour à tous pour cette réunion consacrée à Saint-Gobain. Alors, Benoît Bazin et Saint-Gobain, vous êtes des fidèles de l'Investir Day. Et l'année dernière, vous n'aviez pas pu être là et donc on avait enregistré ensemble au siège de Saint-Gobain une petite vidéo. Mais vous aviez été très nombreux à regretter de ne pas avoir eu un échange direct. Donc le message a été reçu puisque cette fois l'échange avec Benoît Bazin va durer 40 minutes, ce qui est un petit peu exceptionnel ici où la plupart des présentations durent 15-20 minutes. Donc Benoît Bazin, je vous passe quand même tout de suite la parole parce qu'on a un programme chargé. Il va y avoir 3 parties dans ces 40 minutes. Une première partie où Benoît Bazin fera une présentation du groupe avec un rappel rapide de la stratégie, des grandes lignes de produits et puis des derniers résultats financiers. Ensuite, je poserai quelques questions à Benoît Bazin. Et dernière partie, vous aurez la parole pour, à votre tour, poser des questions. Alors, on commence tout de suite. Je vous passe la parole, Benoît. Merci Rémi. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être donc de retour pour cette journée Investir Day. J'ai quelques diapositives, si on peut les afficher. Comme ça, je vais pouvoir vous parcourir rapidement une présentation de Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est le leader mondial de la construction durable. C'est une vision stratégique qui est parfaitement alignée avec notre raison d'être, Making the World a Better Home. Nous apportons des réponses au monde de la construction, à la fois dans la rénovation énergétique et dans la rénovation au sens large, dans la construction neuve, et notamment avec des nouveaux modes constructifs de construction légère qui permettent d'économiser beaucoup de matériaux et donc beaucoup de CO2, et puis également beaucoup de savoir-faire matériaux pour décarboner des applications industrielles. Donc voilà les solutions de Saint-Gobain au service de notre vision stratégique, leader mondial de la construction durable. Quelques exemples sur cette diapositive, par exemple, ce que nous faisons pour la rénovation d'une maison individuelle en France, qui peut être G dans son diagnostic de performance énergétique et que nous allons passer avec une trentaine de produits de Saint-Gobain sur une classe C et donc baisser d'à peu près 70% la facture énergétique de la maison, améliorer naturellement la valeur du bien compte tenu de l'amélioration de la performance énergétique. Ça, c'est ce que nous faisons, par exemple, dans la nouvelle construction, construction neuve, construction durable, dans la maison individuelle aux États-Unis ou en Amérique du Nord, ou en Norvège, où on a des constructions par des cadres de bois, donc des constructions légères, et à l'intérieur desquelles on met de la plaque de plâtre, du vitrage, de l'isolation. Construction neuve, construction légère, construction rapide, construction résistante, et donc beaucoup de perspectives dans la construction neuve, notamment sur l'Amérique du Nord. Nous avons aussi une présence très forte en pays émergents, que ce soit en Inde, que ce soit en Asie du Sud-Est, au Brésil, en Amérique latine, et là aussi, beaucoup de systèmes constructifs rapides, productifs, performants, pour accompagner la très grande croissance de la population dans les pays émergents et dans les grandes métropoles des pays émergents. Voilà quelques illustrations des solutions de Saint-Gobain comme leader mondial de la construction durable. Nous avons lancé il y a quelques années un plan Grow and Impact. Nous mesurons l'impact de nos solutions. Je l'ai montré par exemple sur la performance énergétique de la rénovation d'une maison. Naturellement, plus l'impact est positif et fort, plus nous aurons de croissance, parce que les clients vont nous demander nos solutions, et réciproquement, plus nous aurons de croissance, plus nous apporterons un impact positif dans la décarbonation, dans la construction, dans l'amélioration du bien-être dans les bâtiments. Vous savez qu'on passe 90% de notre vie dans des bâtiments, que ce soit des bâtiments d'éducation, de santé ou naturellement à la maison. Notre plan Grow and Impact, il a été un formidable créateur de valeur. Nous avons montré une résilience forte malgré une conjoncture difficile dans la construction neuve, notamment en Europe, avec 4 années de marge d'exploitation à 2 chiffres, et en 2024, une nouvelle progression de cette marge, donc un nouveau record. Nous avons valorisé le fait que, vendant des solutions, c'est-à-dire des systèmes intégrés de produits, nous avons une politique tarifaire, une capacité à produire de la valeur ajoutée pour nos clients et pour le groupe qui est plus forte, et donc une capacité à tenir notre rentabilité. Et nous avons été aussi leaders sur la décarbonation de notre propre empreinte industrielle, puisque nous avons fait, sur les 3 dernières années, plusieurs premières mondiales. Première production zéro carbone de verre plat, de plaques de plâtre. On pourra y revenir dans les différentes questions. Tout ça, ça s'est fait grâce à un redéploiement très rapide du profil géographique du groupe. C'est la diapositive suivante. Le profil géographique du groupe, il a beaucoup changé puisque avant 2018, avant cette transformation que nous avons lancée en 2019, nous avions pas loin de 60% de notre résultat qui venait d'Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, nous avons les 2 tiers de notre résultat qui viennent
d'Amérique du Nord, d'Asie et des pays émergents. Nous avons un peu grossi l'Europe de l'Ouest, mais nous avons triplé nos résultats sur ces géographies à forte croissance, Amérique du Nord, Asie, pays émergents, avec par exemple 2 OPA aux États-Unis, une OPA en Australie que nous avons clôturée l'été dernier. Au total, le groupe aura fait évoluer 40% de son chiffre d'affaires entre 2018 et 2024. Nous avons vendu pour à peu près 10 milliards de chiffre d'affaires sur des marges d'EBITDA de l'ordre de 5% et nous avons acheté 7 milliards de chiffre d'affaires sur des marges à 20%. Donc une forte rotation du profil du groupe pour naturellement aller vers plus de croissance, plus de rentabilité. Ça s'est traduit dans la performance financière de Saint-Gobain sur les dernières années avec une croissance des ventes, une augmentation d'à peu près 4 points de notre marge d'exploitation, une très forte amélioration, un doublement de notre résultat net courant, un triplement de la génération de trésorerie et grosso modo plus 50% sur la création de valeur. Donc des résultats financiers au rendez-vous avec de nouveaux records à nouveau en 2024 puisque notre marge en 2024 sera au-dessus du 11% que nous avons réalisé en 2023 venant d'une moyenne pendant la décennie 2010-2018 autour de 7%. Le cours de bourse a suivi puisqu'il a triplé sur les 6 dernières années, il a doublé sur les 3 dernières années avec, si je prends depuis 2021, un rendement total pour vous, actionnaires de Saint-Gobain, de 28% par an. Donc une belle performance du cours de l'action. Nous étions numéro 2 du CAC 40 l'an dernier. Jusqu'à présent, nous sommes numéro 2, numéro 3, mais toujours sur le podium et c'est notre ambition naturellement d'y rester. Donc une belle performance boursière, même si, par rapport à nos comparables boursiers, nous avons des multiples qui restent inférieurs. Donc l'ambition du groupe, c'est de continuer à faire grimper nos multiples de valorisation boursière et ce qui veut dire un fort potentiel de poursuite, de progression de l'action Saint-Gobain. Voilà, je termine cette courte présentation qui vous donne un petit peu l'activité et ce qui s'est passé dans la transformation profonde de Saint-Gobain sur les 5-6 dernières années. Merci. Je vais rebondir sur votre présentation. Vous avez notamment parlé du plan Grow and Impact qui va de 2021 à 2025. Donc, tous les objectifs ont été atteints ou dépassés. Bon, ça s'est traduit dans les cours de bourse. Alors, ça place la barre assez haut pour le prochain plan qui est attendu l'année prochaine. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Alors, on va continuer, à la fois l'année prochaine et puis sur les prochaines années, d'approfondir notre sillon comme leader mondial de la construction durable. On a vraiment beaucoup de choses à faire. Nous sommes dans 76 pays aujourd'hui, mais tous les pays n'ont pas d'ailleurs la même offre entre la toiture, les plafonds, la façade, les fenêtres, le sol, les cloisons, de performance énergétique, de performance acoustique, de qualité de l'air, de confort visuel, d'esthétique. Donc c'est ça l'offre de Saint-Gobain aujourd'hui. Et ça, nous avons encore beaucoup de chemin pour le déployer dans tous les pays, pour enrichir ces solutions, pour gagner des parts de marché aussi, continuer de surperformer grâce à ces solutions, parce que Saint-Gobain est unique. Nous avons quelquefois des concurrents qui ont 1 ou 2 pieds dans certaines lignes de produits, mais pas sur l'ensemble du spectre. Donc c'est vraiment ça, le moteur de Saint-Gobain sur les prochaines années, c'est d'apporter des réponses encore plus fortes, encore plus riches, encore plus profondes dans un grand nombre de pays, avec naturellement les résultats financiers qui suivent, et avec toujours cet objectif et ce devoir de décarboner notre propre empreinte. Nous avons baissé de 34% les émissions de CO2 de Saint-Gobain, scope 1 et 2 depuis 2017, et dans l'intensité carbone de Saint-Gobain, puisque le chiffre d'affaires a grossi, ça a baissé de 44%. Donc on va continuer ce chemin aussi de décarbonation qui devient maintenant un avantage concurrentiel au plan commercial. Quand nous offrons à des clients la capacité de recycler les matériaux, nous gagnons des chantiers. Et ça devient concurrentiel quelle que soit la zone géographique ou c'est plus particulièrement européen ça ? Non, alors c'est quelquefois un biais que nous avons en Europe de croire que nous sommes très en avance par rapport aux autres. Mais par exemple, aux États-Unis, on a déjà pas loin de 70% de notre électricité qui est verte. Quand vous faites un chantier non résidentiel d'un nouvel hôtel ou d'un siège de grande société américaine, elle veut, pour attirer ses talents, avoir la meilleure qualité acoustique, la meilleure qualité de l'air, et donc un bâtiment exemplaire au plan environnemental. C'est vrai aussi en Inde. J'étais en Inde il y a quelques semaines. Nous avons des clients qui nous demandent nos adjuvants pour décarboner le béton sur les infrastructures indiennes. Donc non, c'est vraiment un mouvement avec plus ou moins ensuite de catalyseurs, de régimes fiscaux, de normes, mais c'est vraiment un mouvement parce qu'il est lié à la qualité de la construction et donc à la valeur du bien que vous avez quand vous en êtes propriétaire. Alors, lors de la présentation des chiffres du 3e trimestre, vous avez évoqué une poursuite de l'inflexion des volumes. Donc, la baisse a ralenti, mais on est toujours en baisse. Donc, à quand un retour à la croissance des volumes ? Parce que l'effet prix, lui, a tendance à diminuer. Donc, il faudrait que les volumes prennent le relais. Alors, ce que nous avons indiqué d'ailleurs pendant toute l'année, puisque
vous le savez, la conjoncture en Europe et notamment en France est quand même loin d'être simple dans la construction neuve, même si la construction neuve en Europe, c'est 13% de notre chiffre d'affaires. Et la moitié de ça, c'est en France, donc c'est relativement modeste à l'échelle de Saint-Gobain. Ce que nous avons vu trimestre après trimestre, c'est une amélioration séquentielle de la tendance. Par exemple, l'Allemagne, au 3e trimestre, est repassée en volume positif. On a un certain nombre de pays comme l'Europe de l'Est, la Pologne, les Républiques tchèques qui sont passés en volume positif depuis le 4e trimestre de l'an dernier. Donc séquentiellement, on voit nos pays européens s'améliorer. La France, ça va prendre un petit peu plus de temps. On s'est quand même créé des circonstances économiques et politiques pas très simples en termes de lisibilité en France. Donc la France va prendre un petit peu plus de temps, mais progressivement, on voit cette amélioration. Et vous voyez à quel moment revenir en positif? Alors ça, on le communiquera début 2025, mais on a déjà des régions qui sont en volume positif. L'Amérique du Nord, l'Asie, l'Inde, tout ça continue d'avancer. Pendant longtemps, on avait le Brésil qui souffrait. Depuis 3 ans, le Brésil est repassé en positif au 3e trimestre. Donc voilà, les indicateurs vont dans la bonne direction. Et sur les prix, ça se stabilise aussi, puisqu'ils étaient redevenus un tout petit peu négatifs? Alors ce qui est très important pour nous, plus que les prix en valeur absolue, c'est l'écart prix-coût. Nous avons très très bien géré entre nos coûts matières premières, nos coûts énergie, l'écart entre nos prix de vente et nos coûts de matières premières et énergie pour garder une marge solide. Et c'est ça, plus une très bonne exécution tactique sur le terrain par nos directeurs et directrices généraux de pays, qui sont dans 90% des cas, c'est des natifs du pays. C'est une Polonaise en Pologne, une Indonésienne en Indonésie, un Mexicain au Mexique, un Américain aux États-Unis. Donc c'est ça qui rend leur force de très grande exécution tactique sur le terrain, y compris sur l'écart prix-coût. Alors, il y a une question que tout le monde se pose après les élections aux États-Unis. Saint-Gobain a beaucoup investi dans les zones en forte croissance, dont les États-Unis. Et quelles sont les conséquences pour le groupe de la victoire de Donald Trump? Et puis j'ai une question plus large, mais toujours sur ce thème, c'est les conséquences de la déglobalisation ou de la fragmentation à laquelle on assiste. On a une grande phase de mondialisation et de globalisation depuis 2000 et on est à un virage, clairement. Alors, d'une certaine façon, Saint-Gobain a un petit peu anticipé ça, puisque depuis 2019, nous sommes organisés par pays. Alors vous allez me dire, c'est relativement naturel parce qu'on est dans le monde de la construction, on ne construit pas au Vietnam comme en France, comme au Canada, et même en France, en Normandie comme en Provence. Donc ce sont des métiers très locaux. Nous avons 90 usines en France, 125 en Amérique du Nord, donc on produit 35 en Inde, on produit localement avec des approvisionnements en matières premières locales et des clients locaux et des équipes locales. Donc d'une certaine façon, la déglobalisation, nous on l'a déjà traduite dans notre gouvernance, dans notre organisation métier-pays depuis maintenant 6 ans. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple, le sourcing chinois pour Saint-Gobain, c'est moins de 1% de nos approvisionnements en matières premières. Donc on n'est pas dépendant d'un sujet de tarif entre la Chine et la France, ou la Chine et les États-Unis, ou d'un sujet de fermeture du port de Shanghai quand il y a le Covid. Donc on est de ce point de vue-là très très robuste, et je crois beaucoup plus robuste que d'autres secteurs. La Chine représente 2,7% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain. Nous n'avons pas 30% de notre rentabilité qui vient de Chine. Alors après, ça vaut aussi sur les États-Unis, c'est-à-dire que nous produisons au Canada, on est numéro 1 dans les matériaux de construction au Canada, on a triplé de taille au Canada avec 3 belles acquisitions de sociétés familiales sur les 3 dernières années. On fait 2,4 milliards de chiffre d'affaires au Canada. Nous avons une centaine d'usines aux États-Unis et 25-30 au Canada. Donc là aussi, on est très local. Donc, mais par exemple, s'il y a des taxes entre le Canada et les États-Unis, est-ce que ça va... Il y a très peu de flux de produits. On fait de la plaque de plâtre. On a 6 usines de plaques de plâtre au Canada, entre Vancouver jusqu'au Québec et en passant par Winnipeg et Montréal. C'est pour le Canada. Donc en fait, il y a très très peu de flux Canada-US ou US-Canada. Et ce qui est important pour nous, c'est que les économies de ces pays aillent bien et que aussi la population, la croissance de population aille bien. Si nous sommes allés au Canada, c'est qu'il y a 400 000 immigrés chaque année au Canada. C'est un pays vaste dont la population croît rapidement. De même en Australie. On a fait une OPA, on est maintenant numéro 1 dans les maîtres de construction en Australie. Donc nous ne sommes pas impactés. Alors on n'est pas sur une autre planète. Si la géopolitique devient encore plus compliquée qu'elle n'est aujourd'hui, mais on est vraiment organisé localement avec des boucles locales gérées par des équipes locales. Et donc, ce qui est important, c'est notre part de marché dans le Kansas, notre part de marché dans le Massachusetts, notre part de marché à Calgary au Canada, à partir de nos usines locales. Donc, je suis moi très confiant sur la résistance, bien meilleure que beaucoup d'autres sociétés ou beaucoup d'autres secteurs vis-à-vis de la déglobalisation. Et Saint-Gobain s'est beaucoup internationalisé. Au comité exécutif du Saint-Gobain, nous avons 8 nationalités, par exemple. Et nous en aurons bientôt 6 au conseil d'administration de Saint-Gobain. Donc on a vraiment anticipé ce mouvement. Alors vous avez parlé des acquisitions et des cessions. Elles ont été très nombreuses au cours des dernières années. Est-ce que maintenant, l'équilibre à la fois en termes de métier et de géographie
vous semble satisfaisant ou est-ce qu'il faut encore pousser dans certaines géographies en particulier? Et puis au niveau des métiers, peut-être parler de la chimie du bâtiment. J'aimerais bien que vous expliquiez aussi ce qu'est un peu la chimie du bâtiment parce que c'est un gros vecteur de croissance et je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce qu'est la chimie du bâtiment. Alors nous allons continuer ces mouvements d'acquisition de cessions pour le groupe avec à chaque fois 2 objectifs. Le premier, la cohérence dans notre vision stratégique leader mondial de la construction durable. Et le deuxième, c'est d'aller toujours chercher plus de croissance et de rentabilité. Donc le déploiement sur des géographies qui croissent très vite, c'est important pour nous. Nous avons une quinzaine de pays prioritaires. Bien, si je prends le Moyen-Orient, c'est des pays de forte croissance de population, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite. L'Asie du Sud-Est, c'est les Philippines, l'Indonésie, le Vietnam. Forte population, forte croissance. Donc ça, on va continuer d'y faire soit des investissements, et 70% de nos investissements de croissance, de nouvelles capacités sont mis là, dans ces géographies, soit des acquisitions. Donc on va continuer ce mouvement, à la fois en termes de rentabilité et de chiffre d'affaires, pour aller chercher de la croissance. En Europe, on n'a pas besoin de faire des acquisitions, parce qu'on a déjà une base installée dans nos métiers de négoce de matériaux et d'usine qui est très forte. On a plus un raisonnement et un chemin d'enrichissement des solutions. Quand on a la Tour Saint-Gobain qui a 82 produits, on a envie que tous les chantiers de France, d'Autriche, de Pologne et d'Allemagne aient 82 produits de Saint-Gobain. Ils partent quelquefois de 10, de 15, de 20. Donc on va continuer cet axe d'enrichissement. Et la chimie, la construction, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de segments pour un marché qui fait à peu près 100 milliards d'euros, donc un marché très vaste sur lequel on pèse 6,5 milliards, qui globalement apporte des performances en termes de durabilité, de sustainability, donc de construction durable aux matériaux et aux constructions, sous plusieurs aspects. Ça peut être l'étanchéité. Donc maintenant, on construit de plus en plus avec des toits plats. Il faut des membranes spéciales d'étanchéité. Ça peut être des adjuvants pour décarboner le béton. Par exemple, dans les ouvrages d'art du Grand Paris Express, il y a beaucoup de béton bas carbone. Sur les 35 à 40% d'émissions de CO2 de la planète qui viennent de la construction, un quart de ça, c'est le béton. On peut décarboner le béton en changeant la formulation du béton, tout en gardant les propriétés de résistance du béton avec 3 à 4 fois plus d'adjuvants venant de Chryso ou de Saint-Gobain. De même pour des additifs pour décarboner le ciment. Donc il y a beaucoup d'applications de réparation de béton, d'étanchéité, d'isolation par l'extérieur. Donc c'est un ensemble de segments sur lesquels on peut apporter beaucoup de performances, beaucoup d'innovation, donc beaucoup de savoir-faire R&D, recherche et développement de Saint-Gobain, et globalement des métiers très attractifs qui croissent à 5-6% par an au moins, et avec des marges d'exploitation à 2 chiffres. Donc on est très très content d'avoir bougé le groupe de 2,8 milliards en 2019 à 6,5 milliards sur 2024. Ça fait de l'ordre de 12-13% du chiffre d'affaires. Une très belle acquisition au Mexique, une très belle qu'on va clôturer début 2025. Une très belle acquisition Fosroc, qui est leader sur le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie. Typiquement, vous voyez, en Inde, on est numéro 1 dans le vitrage, numéro 1 dans la plaque de plâtre, numéro 1 dans l'isolation et maintenant numéro 1 dans la chimie de la construction. Donc c'est un complément parfait pour apporter durabilité, respect de l'environnement et performance aux matériaux de construction. Alors justement, durabilité, on va en parler. La COP29 s'est terminée. Bon, elle ne laissera sans doute pas une trace extraordinaire, mais c'est l'occasion de parler de la stratégie du groupe, justement, dans le domaine environnemental et des opportunités que la décarbonation représente. Alors, il y a la chimie du bâtiment, il y a sans doute d'autres domaines, et puis revenir sur vos objectifs moyen terme en termes de décarbonation. Ce pourquoi nous avons positionné Saint-Gobain comme leader mondial de la construction durable, c'est pour répondre à des enjeux colossaux de la planète autour du respect de l'environnement. À peu près 35 à 40% des émissions totales de CO2 viennent de la construction. Un petit tiers, un gros quart, c'est pendant la construction, l'extraction des matières premières, la fabrication des matériaux et l'installation, l'érection des bâtiments. Et les 2 tiers, c'est la vie du bâtiment. Est-ce que j'ai une bonne efficacité énergétique ou est-ce que je chauffe le toit pour les petits oiseaux? Est-ce que j'ai trop d'air conditionné et pas assez d'isolation? Contre le froid, contre le chaud également l'été. Donc on a beaucoup à apporter pour décarboner les bâtiments, pour réduire le poids des matériaux. Et donc ça, c'est la trajectoire de Saint-Gobain. On peut aussi beaucoup apporter en termes de bien-être pour les populations. On peut corréler par exemple l'acoustique d'une salle de classe et l'absentéisme des professeurs. Donc si on veut aider cette profession difficile, il faut améliorer juste le bâti et l'acoustique d'une salle de classe. Et de surcroît, ça permet aux enfants de mieux apprendre quand ils sont au 3e ou 4e rang. Donc il y a beaucoup de bienfaits qu'on peut apporter dans la construction durable, à la fois la planète et puis le bien-être des habitants, parce qu'encore une fois, on passe beaucoup de temps dans les bâtiments. Donc nous, c'est notre mission, c'est notre trajectoire. On a réussi depuis 3 ans à ce que dans chaque COP, il y ait une journée dédiée aux bâtiments. On a passé beaucoup de temps depuis 25-30 ans à parler des énergies fossiles, le gaz, le charbon, le pétrole. On a juste oublié que le bâtiment fait 40% des émissions.
Si je prends un exemple sur la France, 45% de l'énergie consommée dans le pays est consommée dans les bâtiments publics et privés. C'est plus que le parc nucléaire d'EDF installé quand il fonctionne à 100% de façon nominale. Si on économisait 10% d'énergie dans le bâtiment, public et privé, hein, les crèches, les hôpitaux, les mairies, les ministères, etc., on s'économise 10 tranches nucléaires. On a vu que l'EPR qui vient de démarrer, on a mis 20 ans à construire. Donc économiser 10% d'efficacité énergétique dans le bâtiment sur les 10 prochaines années, c'est plus qu'accessible. Et c'est ça la mission de Saint-Gobain dans ses solutions. Alors naturellement, étant vertueux sur nos solutions vis-à-vis des clients, on veut être vertueux nous-mêmes dans notre empreinte. Et on a beaucoup travaillé à la fois l'économie circulaire, la montée de la part recyclée de nos matériaux. Nous avons des matériaux avec 50% de plâtre recyclé dans la plaque de plâtre en France, 70% de matériaux recyclés dans notre laine de verre Isover en France. Nous avons une offre de verre bas carbone à partir de la première mondiale qu'on avait faite en France de production zéro carbone de verre plat en 2022. Depuis, on a une offre bas carbone au RAE qui a moins 42% de carbone dans un vitrage. Elle a été installée dans des cliniques en Normandie, elle a été installée sur le Carré des Invalides qui a été réhabilité par Nexity, donc c'est déjà une réalité commerciale. Donc naturellement, on investit beaucoup, on investit un peu plus de 200 millions d'euros par an pour décarboner nos processus. On a fait la première usine au monde en Norvège qui a démarré au mois de mai de plaques de plâtre zéro carbone, entièrement à l'électricité, du gaz à l'électricité, à l'hydroélectricité. La deuxième est au Canada, 120 millions de dollars à Montréal, entièrement avec Hydro-Québec, hydroélectricité. Donc on avance beaucoup et nos 4 priorités de R&D, et je termine là, sont autour de la sustainability. C'est décarboner nos procédés, avancer sur l'économie circulaire, la réincorporation de matériaux recyclés, inventer des systèmes constructifs légers, performants mais légers pour réduire le poids carbone, et puis utiliser nos matériaux aussi, notamment céramiques, sur l'hydrogène, sur la batterie électrique, sur l'aluminium zéro carbone. On a beaucoup de nouvelles applications sur des matériaux savoir-faire de Saint-Gobain. On va parler un petit peu de valorisation. Vous avez évoqué le fait que le groupe était toujours moins bien valorisé que ses concurrents, alors que les performances sont bonnes. Mais qu'est-ce qui explique ça et comment espérez-vous combler cet écart ? Alors, il progresse, hein, puisqu'on était à 4,5 fois l'EBITDA en 2019 et on est entre 7,5 et 8 aujourd'hui. On a un potentiel encore très important. On a pas mal de nos concurrents qui sont sur des multiples à 2 chiffres. Donc, c'est ça notre ambition. Concurrents qu'on a plutôt battus à la fois en progression de la rentabilité et aussi en croissance interne sur les dernières années. Je pense que ça prend du temps. Donc, ça fait 4-5 ans que Saint-Gobain évolue beaucoup et fortement en termes de résultats, de repositionnement géographique. Donc le cours de bourse qui était à 30 € en 2019, il est passé à 90 ou 87 en ce moment. Il y a une prise de conscience de cette forte évolution. On a même un analyste qui a fait une très belle note à 147 € de cours cible et 200 € dans le meilleur des cas. Donc on a pas mal d'analystes qui ont déjà dépassé la barre des 100 € en termes de prix cible. Donc globalement, on a un soutien fort de nos actionnaires. On a un retour très fort des actionnaires américains qui étaient venus sur Saint-Gobain en 2021, un petit peu quitté l'Europe après la guerre en Ukraine, le déclenchement en 2022, et qui sont revenus depuis 18 mois assez fortement. Ils représentent quelle part du capital à peu près Les États-Unis, c'est le premier pays en termes de part du capital de Saint-Gobain. Si je prends juste les institutionnels, on est sur un gros 25, entre 25 et 30%. Donc et puis tout un tas d'actionnaires américains qui étaient petits ou pas présents chez Saint-Gobain et qui maintenant investissent, ou des Canadiens, parce que comme on est maintenant gros au Canada, ils se disent c'est une société qui compte dans mon pays, et donc j'ai investi sur Saint-Gobain. Alors vous êtes ici devant des actionnaires plutôt satisfaits compte tenu de l'évolution du titre. Est-ce qu'on peut parler de la politique de retour à l'actionnaire, donc dividendes et rachat d'actions, puisque maintenant en général ça fait un bloc? Alors oui, c'est quelque chose qui est très important pour nous, donc de faire progresser le dividende régulièrement, comme il a progressé de 10% par an sur les dernières années. Un retour total à l'actionnaire sur lequel on rajoute un petit peu de rachat d'actions. On avait un programme de 2 milliards de rachat d'actions sur 5 ans, 2021 jusqu'à fin 2025. On l'aura terminé en 4 ans, donc on a été un petit peu plus vite que prévu, donc sur 4 ans au lieu de 5. Donc oui, on a une politique de retour à l'actionnaire qui est importante et qui est équilibrée par rapport aux investissements que nous faisons, à peu près 2 milliards d'euros sur nos usines et globalement l'ajout de capacité dans toutes les zones de croissance où on a besoin, et puis aussi les acquisitions. Donc une création de valeur qui globalement, si je prends ce retour sur les capitaux employés, est passé de 10 à 15 sur les dernières années, donc une forte création de valeur. Et puis peut-être un point que j'ai déjà cité, mais un retour total à l'actionnaire de 28% par an depuis 2021. Donc voilà, notre ambition, c'est de garder une belle progression et un beau retour à l'actionnaire. On ne peut que souhaiter que vous gardiez ce rythme-là de progression du TRI. On va passer maintenant aux questions de la salle. Est-ce qu'il y a des micros qui arrivent? S'il vous plaît, merci.
prendre monsieur là. Bonjour, vous parliez de... merci déjà pour votre présentation. Vous parliez de recommandations d'analystes. Vous aviez dit que, je pense que vous mentionnez, c'était par rapport à Jeffries, qui avait donné une valeur à 147. Il y a quelques jours, Deutsche Bank a changé sa recommandation de acheter à conserver. En mentionnant tout ce qui était lié à la construction résidentielle, les reports liés justement aux investissements pour la construction résidentielle. Que pensez-vous sur les perspectives de 2025 ? Au final, pensez-vous que vous pouvez continuer à maintenir un tel rythme par rapport à ce qu'on a vu en 2024 ? Est-ce que selon vous c'est tenable? Et si oui, la hausse des prix qu'on a vu en 2024 qui a fortement impacté justement votre secteur, est-ce que vous pensez que cette hausse des prix peut ressurgir en 2025 ou pas du tout? Voilà. Alors, on a un peu plus de 80% des analystes qui sont à l'achat sur Saint-Gobain. La remarque de Deutsche Bank était relativement technique, c'est de dire il y a eu une telle progression que je me mets en pause un petit peu à court terme. Bon, ils reviendront parce que je pense qu'ils sont globalement très positifs sur Saint-Gobain, mais c'était plus un argumentaire tactique que fondamental, alors que l'année de Jeffries, par exemple, était beaucoup plus analyse fondamentale sur le potentiel de Saint-Gobain, compte tenu de tout ce qui s'est passé sur les dernières années. Alors sur 2025, on clarifiera de façon beaucoup plus précise les choses en février quand on publiera nos chiffres 2024, mais globalement, et moi ce que j'ai déjà dit lors de la conférence téléphonique du 3e trimestre, c'est qu'on voit et on attend une poursuite de l'amélioration séquentielle des volumes, avec une bonne tenue de nos marchés nord-américains, une bonne tenue globalement de l'Asie, même si la Chine est plus difficile en ce moment, mais le reste va bien, et la poursuite d'une amélioration de l'Amérique latine, et également de l'Europe. C'est-à-dire qu'on voit une résilience de la rénovation en Europe, et on voit petit à petit dans certains pays une amélioration, notamment de la construction neuve. Donc on voit cette amélioration séquentielle des volumes se poursuivre sur 2025. Et après, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui en Europe, on n'est pas saturé dans nos capacités, parce qu'on est quand même sur des volumes difficiles. Et donc on aura, à chaque fois qu'il y aura un petit peu de volume positif, on aura un effet de levier favorable sur nos résultats venant de l'Europe. Donc moi, je suis confiant sur la poursuite progressive. Ce n'est pas une courbe en V immédiate au 1er janvier, mais la poursuite de l'amélioration progressive de l'Europe et de la bonne tenue du reste, et aussi de la bonne intégration de toutes les acquisitions qu'on a faites déjà et clôturées cette année, l'Australie et le Canada, et qui viendront pour les deux suivantes, le Mexique et l'Inde, l'an prochain. On va prendre une autre question. On va prendre monsieur ici, puis après on ira en haut. Il y a un espèce de concours l'épine fiscale en ce moment à l'Assemblée nationale, déjà des annonces. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à l'heure actuelle quel est l'impact sur l'impôt que va avoir ces changements fiscaux? Et deuxième question sur la façon dont vous traitez les actionnaires individuels de long terme. Est-ce que vous avez une même politique que Air Liquide, qui pour moi est le modèle type en France? Est-ce que vous avez cette volonté d'aller vers favoriser l'actionnaire de long terme? Alors sur votre première question, attendons de voir la copie finale. Ce que je peux vous dire, c'est que l'Europe de l'Ouest, vous l'avez vu, c'est 33% du résultat d'exploitation du groupe. Et la France, c'est moins de la moitié à l'intérieur de ça. Puis par ailleurs, on a pas mal de charges financières en France parce que c'est là qu'on émet de la dette. Donc au total, l'impact, sauf si les choses changent, mais dans l'épure de ce qui a été discuté, c'est de l'ordre de 1 à 2% sur le BNPA du groupe. Donc c'est pas significatif. S'agissant des actionnaires individuels et des actionnaires de long terme au sens large, nous sommes très attachés à l'actionnariat de long terme, parce que Saint-Gobain a une stratégie de long terme. Nous sommes sur des cycles d'investissement longs. Quand on va en Australie, au Canada, c'est pour des perspectives à 20, 30 ou 50 ans. La politique du Saint-Gobain, c'est d'avoir notamment un droit de vote double quand on garde ses actions au bout de 2 ans. Donc vous avez un pouvoir de vote 2 fois supérieur à un actionnaire qui ferait un aller-retour à court terme. Donc dans l'accompagnement de la stratégie, c'est important. On a un stand là sur le salon Investir. Aujourd'hui, on peut vous expliquer tout ce qu'on fait en termes de club actionnaire, de visite de site, de conférences. Donc on a beaucoup de choses ou de formations pour ceux qui le souhaiteraient. Donc on a beaucoup de politiques vis-à-vis des actionnaires individuels. Donc c'est ça ce qu'on propose à nos actionnaires individuels, plus le retour à l'actionnaire. Voilà, mais monsieur pensait aux dividendes majorés comme retour à l'actionnaire que fait Air Liquide et que d'autres groupes ont fait, comme L'Oréal notamment et Engie, je crois. Donc, alors non, voilà. On n'a pas prévu ça. On est plus sur le droit de vote double. Toutes les propositions d'échange qu'on peut avoir avec les actionnaires de long terme, mais on n'a pas prévu d'un dividende majoré ou d'un dividende payé en actions particulièrement. Monsieur, on vous écoute. Dominique Chauvin, prospectiviste.
Les cimentiers traditionnels essayent de se décarboner en faisant un lobbying éhonté auprès du gouvernement pour avoir du CCS, Carbon Capture and Storage, alors qu'il y a des PME, start-up en France, qui produisent un ciment entièrement décarboné et produit à froid, comme Hoffman Green par exemple. Est-ce que vous utilisez ce genre de ciment complètement décarboné? Et pourquoi cette voie prospective n'est pas davantage promue et développée? On a l'impression qu'ils sont un peu ostracisés par les cimentiers traditionnels. Alors, je ne suis pas un expert du ciment, mais enfin, on fournit beaucoup d'adjuvants et d'additifs sur le ciment. Donc, typiquement, nous, on est en partenariat pour nos adjuvants avec Hoffman Green Cement, avec Ecosem. On est même actionnaire minoritaire d'Ecosem, qui fait du ciment de laitier, donc qui récupère le laitier des hauts fourneaux d'Arcelor et qui fait du ciment donc bas carbone. Donc, on est complètement dans l'investissement, l'innovation pour aider les cimentiers ou les bétonniers à décarboner. Après, il y a plusieurs sortes de ciments ou de cimentiers. Vous avez des gens qui sont très très engagés là-dessus. Je ne sais pas, des gens comme Vicat en France qui sont nés dans le ciment. Ils ont même inventé le ciment en 1810. Donc ils sont très très puissants sur les efforts de décarbonation. Ensuite, il y a des effets d'échelle. C'est-à-dire que Hoffman Green Cement ne peut pas répondre demain matin à tous les besoins de ciment sur toute la France ou le monde entier. On a même des partenariats avec Carbicrete, qui est une start-up au Canada, où on peut faire là aussi du béton bas carbone pour des blocs béton. Donc on a tout un tas de soit d'investissements dans des start-up, soit de partenariats d'innovation, soit de fournitures d'adjuvants, parce qu'on a beaucoup investi grâce à Chryso. Et Chryso, vous vous souvenez, c'était une pépite qui était chez Lafarge et qui a quitté Lafarge en 2000. Et qu'on a récupéré après 20 ans sous fonds d'investissement, qu'on a acheté en 2021, mais qui a un savoir-faire extraordinaire pour apporter tout un tas de propriétés au béton et au ciment. Et typiquement, Vinci, sur les voussoirs du tunnel ou de certains tunnels du Grand Paris Express, il y a beaucoup de béton bas carbone. Et des grands contracteurs comme Vinci se sont engagés à faire 80% de béton bas carbone à horizon 2030. Et on participe, grâce à notre innovation adjuvant. Ce qui est intéressant, c'est que dans du béton bas carbone, il y a même du béton d'argile. Avec Bouygues, on a fait du béton d'argile, avec zéro clinker. Zéro ciment. Donc on a en général 3 à 4 à 5 fois plus d'adjuvants, même si c'est des toutes petites proportions, que dans du béton ou du ciment traditionnel. Donc c'est intéressant pour nous en valeur et en volume, et c'est intéressant naturellement pour décarboner le ciment et le béton. Donc il y a beaucoup d'initiatives. Après, il faut aller vite, à l'échelle, comme vous le dites. Alors après, la capture du carbone, ça peut rester, dans certaines zones, une réponse. Nous, on ne fait pas ça. On ne fait pas de carbone capture pour Saint-Gobain. On essaye d'électrifier et de décarboner tous nos procédés. Merci. Autre question? Peut-être monsieur, et puis il y aura monsieur derrière. Oui, la presse économique a fait état d'une cession du vitrage automobile. Donc je voudrais savoir si c'est juste une rumeur ou s'il y a des décisions en ce domaine qui vont être prochainement prises. Alors, c'était en fait une rumeur de Bloomberg. Alors, ça doit faire partie de la presse économique. C'est la presse économique. Moi, je ne commande pas les rumeurs. Ce n'est pas tellement surprenant qu'il y ait des rumeurs à intervalles réguliers sur tel ou tel sujet, parce que bon, nous, on a fait tourner 40% du chiffre d'affaires du groupe depuis 2019. Il y a des analystes qui écrivent sur tel ou tel actif, ce serait bien qu'ils achètent ça, ce serait bien qu'ils vendent ça, ce serait bien qu'ils aillent dans tel ou tel pays. Donc voilà, je ne commande pas les rumeurs, ce n'est pas complètement surprenant. Il se passe pas mal de choses dans l'automobile aujourd'hui. Il n'y a pas de commentaires supplémentaires à faire sur ce sujet-là. Et ça ne vient que de Bloomberg. Alors après, ça a été repris, je crois, par Le Monde dans la version électronique, mais ça venait de la même source. Mais plus globalement, vous allez poursuivre votre politique de rotation d'actifs. Oui, c'est important. Comme on l'a fait, il n'y a pas de tabou. Nous, on est là pour s'assurer que dans un pays donné, toutes les lignes de produits qu'on ajoute les unes aux autres, elles s'apportent mutuellement, elles enrichissent l'offre vis-à-vis de nos clients. On peut aller attraper des grands comptes parce qu'ils vont acheter des cloisons de plaques de plâtre et d'isolation, du vitrage et puis du béton bas carbone avec nos adjuvants. Donc on cherche en permanence à créer de la valeur pays par pays ou dans des applications nouvelles sur la base de nos matériaux. Merci. On va prendre, il y avait monsieur au fond. Oui. Bonjour. Alors, première question, quelle est la part entre la construction neuve et la maintenance, amélioration? Rénovation. Et je dirais, le groupe Saint-Gobain fait aussi des vitres anti-bruit. Et ça peut être aussi pour l'amélioration de la qualité de vie très intéressant. Merci. Alors nous avons une majorité de notre chiffre d'affaires en rénovation,
comme j'indiquais, la construction neuve résidentielle, c'est 23% de notre chiffre d'affaires dans le monde. 12-13 en Europe et 11 Amérique du Nord, Asie. Donc ça vous donne la proportion rénovation et construction neuve résidentielle. En Europe, typiquement, on a 60% de notre chiffre d'affaires en rénovation. Et c'est ça qui compte, puisque si on veut décarboner les bâtiments d'ici 2050, 85 à 90% des bâtiments, ils sont déjà là aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut décarboner par de la rénovation. Donc c'est ça qui est important. Alors oui, vous avez raison, l'acoustique, que ce soit par des cloisons de plaques de plâtre et d'isolation, notre laine de verre, elle a une des propriétés extraordinaires, c'est qu'elle est à la fois très bonne thermiquement et très bonne acoustiquement. Ce que vous n'avez pas avec des mousses en plastique, qui ne sont pas recyclables de surcroît. Donc l'acoustique fait tout à fait partie de notre offre. Je le citais tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, sur l'acoustique des salles de classe. On a corrélé parfaitement, c'est une étude qu'on a faite au Benelux, il y a à peu près 4 fois plus d'absentéisme des enseignants quand vous enseignez pendant 20 ans dans une salle en carrelage, vous faites de l'hypertension et au bout de 20 ou 25 ans, vous êtes épuisé et vous êtes plus absent que si vous aviez un bon environnement acoustique. Et de surcroît, l'enfant, c'est peut-être pour ça que les Français parlent mal anglais ou avec un mauvais accent, c'est qu'ils n'ont pas entendu l'accent du professeur au 4e rang. Blague mise à part. Mais il y a énormément de bienfaits de la qualité des bâtiments, Même dans un autre registre, sur l'hôpital, si vous n'avez pas une maladie malheureusement incurable, vous allez gagner 1 ou 2 jours d'hospitalisation si vous avez de la qualité visuelle et vous vous relayez au monde extérieur. Versus, vous êtes dans une chambre complètement enfermée. Vous vous dites, tiens, je pourrais partir et quitter ma chambre vendredi plutôt que lundi. Ben, je pars parce que je retrouve ma famille et je gagne 1 ou 2 jours d'hospitalisation pour la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, moi c'est quelque chose que je plaide beaucoup vis-à-vis du gouvernement et de tous les gouvernements en général, c'est qu'on sous-estime le poids direct. La construction fait 10 ou 11% du PIB en France, 100 milliards de recettes nettes pour l'État. Donc quand la construction va moins bien, ben, on le voit malheureusement dans la situation des finances publiques. C'est un fait, les collectivités locales. Donc il y a un impact très très fort directement et indirectement dans le bien-être des populations sur le bâtiment. Bâtiment d'éducation, de santé, bâtiment évidemment personnel, individuel. Donc c'est ça qu'il faut continuer de pousser. Et la construction durable, c'est tout ça. C'est pas que l'impact planète, économie de ressources, économie circulaire, réemploi des matériaux, c'est aussi le bien-être des usagers, des habitants de ces différents bâtiments. Merci. Autre question? Oui. Bonjour. Déjà, merci pour vos explications. Je me demandais sur la partie des États-Unis. Je suppose qu'il y a quand même une grosse partie du chiffre d'affaires de Saint-Gobain qui va être dépendant de la législation qui est en place. En Europe, je suppose que ce n'est pas spécialement une question, mais aux États-Unis, au vu du nouveau gouvernement, ça ne va pas être quelque chose qui va être spécialement poussé, d'avoir des bâtiments de plus en plus verts. Et est-ce que c'est quelque chose qui va venir de vos clients? Et j'avais une deuxième question, c'est sur la partie rénovation en France. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des législations qui vont arriver bientôt, comme la RE 2020 Parce que je sais que c'était en discussion à un moment. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez, vous, de votre côté et à quel terme? Alors, aux États-Unis, déjà, les codes constructifs sont très, très locaux. C'est même pas par État, c'est même pas par ville, c'est par comté. Donc, c'est vraiment très, 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 très local. Ce qu'il faut voir, c'est que, contrairement à la perception un petit peu journalistique qu'on peut avoir, les États-Unis avancent très vite sur beaucoup de ces sujets-là. Nous, on a signé des accords d'énergie verte, d'électricité verte, en solaire au Texas, beaucoup plus vite qu'en Europe ou en France, parce que ça se met en place à toute vitesse. Et fondamentalement, quand vous êtes propriétaire de votre bien, si vous êtes un corporate, vous êtes Microsoft, vous rénovez votre siège à Seattle, vous ne voulez pas le rendre mauvais ou arrière-garde en termes de performance acoustique, d'empreinte environnementale, parce que vous voulez attirer les meilleurs talents en leur disant « Regardez, j'ai recyclé 30% des matériaux, j'ai une offre bas carbone de béton, j'ai un verre acoustique comme ci, j'ai telle ou telle performance. » Donc l'attractivité et donc la valeur des bâtiments est très très liée à leur performance. Et donc c'est vrai des particuliers, c'est vrai d'un hôtel, c'est vrai des universités américaines. Vous n'allez pas attirer sur le campus de Stanford avec un vieux bâtiment dans lequel l'empreinte carbone que vos étudiants vous demanderont, quel que soit le résultat des élections de novembre, va pas être bon. Donc en fait, c'est ce monde-là qui avance à toute vitesse, quels que soient les discours ou les postures politiques qui peuvent être prises par les uns ou par les autres. Et c'est très important. Nous, on a vu ça depuis pas mal d'années aux États-Unis. C'est vrai aussi en Inde et dans d'autres pays. En Europe et particulièrement en France, on a déjà des normes très exigeantes. La RE 2020, il n'y a pas besoin de faire plus. Il faut juste l'exécuter. Les diagnostics de performance énergétique, on est les premiers à les avoir. Ils ne sont pas parfaits, il y a beaucoup de débats, mais ils ont le mérite d'exister. De la même façon qu'on ne va plus acheter une maison avec des termites, avec de la peinture au plomb, on ne va pas acheter une passoire énergétique. Et par exemple, je vous donne une statistique qui est très parlante, quelle que soit la législation. Dans les statistiques des notaires l'an dernier sur les transactions immobilières, il y avait un rabais de 20 à 25% pour les bâtiments classés F ou G,
et il y avait une prime de 20% sur les bâtiments classés A ou B. Parce que vous savez fondamentalement que si vous êtes F ou G, vous allez dépenser 30 ou 50 000 euros de rénovation, ou que votre bâtiment sera invendable ou impossible à transmettre à vos enfants, ou ce sera un cadeau empoisonné. Si vous êtes A ou B, il a déjà une surclasse par rapport au reste. Donc la valeur verte des bâtiments pour des individus ou pour des corporates, je peux vous dire que la nouvelle tour Saint-Gobain, et certains d'entre vous ont pu venir parce qu'on y fait souvent des conférences, ben c'est ça qui permet d'attirer aussi des talents, d'impressionner très fortement nos étrangers quand ils passent, d'avoir de la qualité de l'air acceptable pour ne pas avoir mal au crâne parce qu'il y a une concentration de CO2. On a des flux très particuliers avec des plafonds, par exemple, sans air conditionné, d'avoir de la qualité visuelle pour avoir de la bonne productivité au travail. Donc c'est ça qui fait l'attractivité et donc la valeur des bâtiments au-dessus des réglementations. Alors après, en France, je pense que c'est important d'avoir un petit peu de soutien public pour les ménages aux revenus modestes qui sont souvent sur des bâtiments F ou G. Et moi, je plaide pour que tous les soutiens publics soient dirigés sur ces bâtiments F ou G. Sinon, le reste à charge est trop important et les ménages ne vont pas faire les travaux. Et de surcroît, le comité scientifique et technique du bâtiment nous dit que ces bâtiments F ou G, en France, ils font 70% des émissions de CO2. Donc on se préoccupe du bien-être de ces gens qui grelottent l'hiver ou qui cuisent l'été dans des cocottes minutes, ou qu'on se préoccupe de l'impact sur le climat, c'est là qu'il faut mettre le poids du corps et là qu'il faut mettre les quelques soutiens publics, soit ma prime rénov', soit déduction fiscale, si jamais on revenait à ce genre de mécanisme. Très bien, je vois que l'heure avance, donc je vais peut-être vous demander un mot de conclusion, mais avant, peut-être indiquer que si vous ne savez pas encore tout sur Saint-Gobain, il y a une réunion actionnaire qui se déroule justement à la Tour Saint-Gobain la semaine prochaine. Ce sera le 5 décembre à partir de 18h. Je vous laisse la parole pour un mot de conclusion, Benoît. Merci Rémi, merci beaucoup à toutes et tous pour votre présence et puis vos questions passionnantes parce qu'on pourrait beaucoup les approfondir. C'est ça la vie de Saint-Gobain aujourd'hui. Je peux vous dire que les équipes de Saint-Gobain sont formidablement engagées dans 76 pays, 160 000 collaborateurs. Je ne l'ai pas mentionné parce que ce n'est pas un chiffre financier, mais c'est un chiffre extrêmement important. On mesure tous les ans depuis 2019 la satisfaction et l'engagement de nos équipes. Ils sont au plus haut, ils ont progressé de 70% entre 2019 et 2024, la dernière enquête du mois d'octobre. C'est 25 ou 30% de mieux, d'après Ipsos, qui nous le fait, que n'importe quelle autre entreprise. Nous avons une stratégie très claire, leader mondial de la construction durable, qui porte ses fruits en termes d'impact sur les différents modes constructifs et les différents bâtiments, et puis également en termes d'impact pour nos actionnaires. Et je m'en réjouis, donc merci de votre fidélité, et on a encore beaucoup de choses à faire chez Saint-Gobain pour les prochaines décennies. Merci beaucoup.